Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Une nouvelle transition pour faire dialoguer tous les Tchadiens, c'est l'appel lancé ce lundi par les transformateurs, le parti de l'opposant Succès Masra au Tchad. Un appel lancé au lendemain d'un triple scrutin qualifié par le mouvement d'échec retentissant. Une révision des listes électorales prochainement entamée au Gabon. L'opération est prévue du 2 au 31 janvier 2025, une étape nécessaire pour préparer le terrain avant les élections de 2025. Et puis favoriser l'autonomisation des jeunes à travers l'autocréation d'emplois, c'est un des nombreux objectifs inscrits dans la vision Burundi 2040-2060, un défi majeur à l'heure où les jeunes représentent environ 60% de l'ensemble des chômeurs africains selon la Banque mondiale. Mais tout d'abord, promesse non tenue en Guinée. Le pays devait officiellement sortir ce 31 décembre de la transition militaire. Pour autant, aucun retour à l'ordre constitutionnel n'a été opéré alors que les autorités de transition s'y étaient engagées auprès de la CEDEAO. Engagement selon lequel le pays devait organiser un référendum constitutionnel cette année avant la tenue d'une élection présidentielle. Le gouvernement, de son côté, reconnaît un retard de calendrier. Son porte-parole, Ousmane Gawal Diallo, le justifie par l'impératif de créer des conditions d'une stabilité durable. Celui qui est aussi ministre des Transports rassure, il s'est montré optimiste pour la réalisation du chronogramme de transition en 2025. L'opposition et la société civile de leur côté ne l'entendent pas de cette oreille. La plateforme des forces vives de Guinée appelle les citoyens à se mobiliser le 6 janvier prochain à Conakry. L'actualité nous emmène également au Tchad où l'opposition monte elle aussi au créneau après le triple scrutin du 29 décembre. Les transformateurs ont appelé ce lundi à une nouvelle transition. Une déclaration faite au lendemain des élections législatives provinciales et locales qui marquent selon le pouvoir la fin de la transition. Mais pour le parti de Succès Masra, ce processus électoral est je cite, un échec retentissant en raison du boycott d'une grande partie de l'opposition. L'opposition qui a aussi dénoncé des soupçons de fraude. Si l'heure est toujours au dépouillement, le taux de participation était estimé à 52,37% à la clôture des bureaux de vote. Écoutons le président des transformateurs Succès Masra. Nous avons des mois et peut-être quelques années devant nous pour construire méthodiquement les conditions de ce changement effectif. Le changement, il est déjà là, il faut qu'il devienne effectif. Et nous nous avons dit que tant que ce changement n'est pas au rendez-vous, nous n'allons pas passer à autre chose. Cela passera si nécessaire par une nouvelle transition. C'est inévitable. De toutes les façons, on ne peut pas rester dans l'électoralisme. Il faut transiter vers la démocratie. Donc c'est inévitable. Il faut être prêt à toutes les transitions jusqu'à ce que le peuple soit le seul à choisir ses dirigeants. Car c'est cela un peuple souverain et libre. Je vous ai toujours dit qu'un peuple qui ne choisit pas ses dirigeants, que ces dirigeants soient imposés par l'extérieur, qu'ils soient imposés par la force brutale ou par un électoralisme basé sur le faux, le résultat est le même. Un tel peuple ne peut pas être un peuple souverain, ni être un peuple libre. L'actualité, c'est aussi ce répit temporaire au Mozambique. Le leader de l'opposition, Venancio Mondlane, a annoncé ce lundi son intention de suspendre les manifestations pour 5 jours. Depuis l'élection du candidat du Frelimo, Daniel Chapo, le 9 octobre dernier, le pays est secoué par de violentes mobilisations, des violences post-électorales qui ont fait plus de 250 morts en 2 mois selon une ONG locale. Face à cette crise qui ne cesse de prendre de l'ampleur, le leader de l'opposition réclame donc une pause pour permettre aux organisations internationales d'enquêter sur de possibles violations de droits humains. Amnesty International a par ailleurs évoqué une force excessive opérée par la police. Toujours selon la même source, les forces de sécurité auraient ouvert le feu sur au moins 329 personnes. Et sachez que cette crise politique au Mozambique est scrutée de près par l'Afrique du Sud qui craint une extension des violences dans la région. Pour tenter d'apaiser la situation, le pays a nommé Sidney Mufamadi comme envoyé spécial au Mozambique.
C'est une étape cruciale avant les élections générales annoncées pour août 2025. Le Gabon entamera prochainement une révision des listes électorales, une opération annoncée par le ministre de l'Intérieur et qui s'étendra du 2 au 25 janvier 2025. Pour ce faire, 158 commissions d'enrôlement seront mises en place à l'échelle nationale. Plus de précisions avec Fatma Nyong. Au Gabon, le processus de transition s'accélère avec la révision des listes électorales prévues du 2 au 31 janvier 2025. L'opération lancée par le ministère de l'Intérieur vise à préparer la présidentielle d'août 2025, une étape cruciale pour le retour à l'ordre constitutionnel après la prise du pouvoir le 30 août 2023 par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, mettant fin au régime d'Ali Bongo. La révision des listes électorales au Gabon procède d'un souci d'organiser des élections qui ne seront ni contestables ni contestées, d'autant plus que nous sommes dans un environnement au Gabon d'un pays où les élections font souvent l'objet des contestations et dans un contexte où le président de transition est un militaire et dont la représentation comme candidat à l'élection présidentielle peut poser problème. Donc, il y a comme un souci de bien faire les choses pour éviter des contestations. Les modalités d'inscription diffèrent en fonction du statut des citoyens. Les Gabonais de souche devront fournir un acte de naissance légalisé, une pièce d'identité ou un passeport biométrique valide. Quant aux naturalisés, des documents supplémentaires prouvant leur nationalité seront requis. Les citoyens déjà inscrits avec un numéro d'identification personnel devront simplement confirmer leur centre de vote. Nous sommes dans un pays où il y a toujours eu un débat sur la nationalité des candidats. Introduire ces débats au niveau des électeurs peut poser problème, d'autant plus que les Gabons, dans le souci de bien faire les choses, peut donner l'impression d'en faire un peu trop et cela peut poser des problèmes de droits de l'homme quant à l'égalité des citoyens devant la loi. Cette mise à jour du fichier électoral survient dans un contexte spécifique marqué par l'adoption d'une nouvelle constitution qui institue un mandat présidentiel de 7 ans, renouvelable une fois et prohibe toute transmission dynastique du pouvoir. Cette réforme marque la fin des 55 années de domination de la famille Bongo et cherche à renforcer la démocratie ainsi que la transparence du processus électoral au Gabon. 10 à 12 millions, c'est le nombre d'Africains qui entrent chaque année sur le marché du travail, où seuls 3 millions d'emplois formels sont disponibles. Un défi majeur auquel le Burundi tente de répondre avec sa vision 2040-2060. Avec ce programme, les autorités visent notamment l'autonomisation des jeunes à travers l'auto-création d'emplois. Catherine Gobé. Afin d'être en phase avec les engagements pris au niveau de la communauté est-africaine EAC qui demande un alignement des stratégies nationales à celles de cette communauté, le Burundi, dont la jeunesse représente 7 800 000 personnes sur une population de 12 millions, a engagé d'importantes réformes pour lutter contre le chômage, ceci à travers la mise en œuvre du Programme national de développement 2018-2027 et du Programme d'action prioritaire du Burundi. En réalité, aucun projet de développement ne doit nécessairement se concevoir en occultant l'idée de l'autonomisation des jeunes. Parce que de toutes les façons, ça n'est pas possible de pouvoir développer le pays si on ne compte pas sur les jeunes. À la fois pour ce qui concerne l'intelligence, parce que nous avons une jeunesse fondamentalement relativement bien formée. Selon le rapport de l'enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages au Burundi 2019-2020, 17,2% de la jeunesse burundaise fait face au chômage, avec un risque d'émigration anarchique. Or, selon l'UNICEF, en 2023, le budget du secteur de la jeunesse représentait seulement 5% de l'enveloppe budgétaire nationale, d'où l'intérêt pour certains spécialistes d'améliorer et de diversifier l'offre d'accompagnement à la jeunesse. Les jeunes sont davantage intéressés par tout ce qui est du digital, donc il va falloir designer des projets qui s'intéressent aux jeunes, qui sont nombreux, qui sont dans le domaine du digital. Les jeunes s'intéressent de plus en plus aux projets qui relèvent du ludique, notamment les projets d'art, les musiciens, ainsi de suite, qui peuvent créer énormément d'emplois. En 2023, la BAD estime que le PIB réel du Burundi a augmenté de 2,8% contre 1,8% en 2022, porté principalement par l'industrie et les services, des secteurs dans lesquels les experts estiment que les investissements pourraient créer des emplois.
Focus à présent sur les industries extractives au Sénégal qui ont réalisé des chiffres performants en 2023. Au cours de cette période, le secteur a rapporté au pays un peu plus de 380 milliards de francs CFA, des chiffres en hausse de 39% par rapport à 2022. Ils ont été dévoilés par le Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives qui a publié son rapport annuel ce lundi. Marie-Roger Kouaou. En 2023, le secteur extractif a généré un total de 380,03 milliards de francs CFA, soit 628,85 millions de dollars, selon le dernier rapport de l'initiative pour la transparence des industries extractives, publié lundi 30 décembre 2024. Ce chiffre représente une hausse significative de 39% par rapport à l'année précédente. Le secteur des hydrocarbures commence à monter en puissance. Nous avons enregistré une augmentation de 5,95 milliards, passant de 24 milliards en 2022 à 30 milliards en 2023. Les 16 milliards de francs CFA ont été consacrés aux paiements sociaux et environnementaux. En effet, les redressements fiscaux de Sabodala Gold Operation et des Ciments du Sahel cumulés à la hausse de l'impôt sur les sociétés pour plusieurs entreprises expliquent cette croissance de 102 milliards de francs CFA par rapport à 2022. 91% de ces revenus, soit 346,19 milliards de francs CFA, ont été réintégrés au budget national, tandis que les paiements sociaux et environnementaux ont également augmenté, atteignant 16,95 milliards de francs CFA en 2023. Ce rapport, fruit d'une collaboration entre la société civile, l'administration et les institutions, les entreprises du secteur, illustre notre volonté collective de faire de nos ressources naturelles un levier de développement durable et inclusif. Malgré ses contributions significatives à l'économie, représentant 31,89% des exportations et 4,72% du PIB, le secteur extractif peine à créer des emplois, n'en générant que 0,16% du total national. Le rapport appelle à des réformes pour améliorer la gouvernance du secteur, notamment via une meilleure transparence des données et l'intégration des enjeux sociaux dans les politiques extractives. Il s'étend sur une période de 8 ans. Le Burkina Faso a lancé cette année le programme pour le renforcement de la résilience des petits producteurs. Un projet financé à hauteur de plus de 71 milliards de francs CFA par les autorités et ses partenaires, dont le FIDA, le Fonds international pour le développement agricole. Il sera mis en œuvre dans 2 régions et ciblera plusieurs filières clés, dont le riz et le manioc Philomentine. Prévu pour une période de 8 ans, soit de 2024 à 2032, le programme pour le renforcement de la résilience des petits producteurs RESI-2P du Burkina Faso a été financé à 71 milliards de francs CFA par le gouvernement. Le RESI-2P touchera directement 109 000 agriculteurs ruraux, dont 49 050 femmes et 54 500 jeunes au sein de 36 556 ménages, soit 16 645 dans le nord et 19 611 dans le centre-ouest du Burkina Faso. Le RESI-2P se positionne déjà au niveau de la région comme un instrument solide de la mise en œuvre de cette politique du ministère de l'Agriculture. Toute chose qui va permettre donc d'améliorer substantiellement la production agricole et halieutique au niveau de la région du Nord et contribuer à l'atteinte donc des objectifs du projet et de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Le gouvernement burkinabé a lancé le RESI-2P afin de renforcer la résilience des populations rurales par une gestion durable et participative des ressources naturelles. En outre, les filières prioritaires du programme sont les cultures maraîchères, le maïs, le sorgho, le mil, le niébé, le riz, le manioc et la patate douce à chair orange. C'est un projet qui vraiment insiste beaucoup sur le facteur inclusif pour que aucun producteur ne soit laissé pour compte. Ça va vraiment permettre aux petits producteurs de renforcer leur résilience et d'être plus productifs. Au Burkina Faso, l'agriculture représente 63,3% de la population active, génère 61,50% des revenus des ménages agricoles et contribue à hauteur de 21,20% au PIB. Cependant, ce secteur fait face à de nombreuses contraintes liées à la dégradation des sols, la surexploitation des ressources naturelles et un faible accès aux intrants et équipements de qualité. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue sur Africa 24.